Les réserves pétrolières s'amenuisent lentement mais sûrement. Ingénieurs et scientifiques réfléchissent à d'autres moyens d'alimenter nos villes en énergie. Les solutions sont inventives. Le soleil, la fusion nucléaire, le vent et la vapeur. Sous nos pieds sommeille une source d'énergie encore peu exploitée. Propre, accessible et très abondante. Le plus difficile est d'aller chercher cette énergie. C'est un travail dur. Il faut supporter des conditions pénibles et parfois dangereuses. Si ça dépasse un certain niveau, vous perdez connaissance. Et s'il n'y a personne pour vous sortir de là, c'est la mort assurée. En Islande, comme ailleurs, des hommes acceptent ces risques pour que cette énergie renouvelable devienne une énergie d'avenir. La géothermie se propose de puiser l'intense chaleur présente au centre de la Terre. La géothermie dite horizontale, à usage domestique, prend cette énergie à environ 1 mètre sous la surface. Un fluide circule en circuit fermé entre le sous-sol du terrain, où il se réchauffe, et la maison, où il restitue son pouvoir chauffant. Seul inconvénient, la surface nécessaire pour le captage représente le double de la surface à chauffer. Le principe est adapté aux maisons individuelles, mais inapplicable en milieu urbain. Toutefois, il est possible de produire de l'énergie à grande échelle pour les villes et les industries. Cela se fait déjà. L'Islande est un pays spécialisé dans la géothermie industrielle. 70% de son énergie est renouvelable et non polluante, en grande partie grâce à la géothermie. En Islande, cette île de neige et de glace située dans l'Atlantique Nord, la géothermie a connu une véritable explosion dès les années 1980. Ici, on pratique la géothermie haute énergie. On capte sous terre de la vapeur que l'on convertira en électricité. Ouverte il y a 2 ans, la centrale d'Elișaidi doit déjà s'agrandir pour doubler sa capacité de production. Ça, c'est le plan. Avec les soucis quotidiens de tous les chantiers. On n'aura pas la grue aujourd'hui. Tout est à l'échelle des énormes flux de vapeur à traiter, les pièces détachées, les engins, les outils. Vas-y, serre, c'est facile. Ah, j'adore. C'est mon outil préféré. Quant à ces dizaines de kilomètres de tuyaux et de vannes à contrôler, ce sont autant de problèmes à résoudre pour les ingénieurs. Quand la première pompe fonctionnait, on avait un maximum de pression. Pour ces travaux d'extension, les équipes sont fortement tributaires des conditions météo, parfois exécrables en Islande. La glace s'accroche à la structure et la casse. Et l'enlever exercerait trop de pression. Il faut la laisser. Et ces profilés, c'est le vent qui les a tordus. Pour doubler la production, il faut 2 fois plus de vapeur. Il appartient aux géologues de la trouver. Il faut fournir assez d'énergie pour le projet dans son ensemble. On essaie d'extraire assez de vapeur pour les nouvelles turbines. À 3000 km de là, en France, on a une approche différente de la géothermie. Ici, il n'y a pas de vapeur naturelle. Pour en créer, il faut injecter de l'eau dans les roches chaudes à 5000 mètres de profondeur. Dans ce village d'Alsace, un projet pilote est en cours, un ambitieux pari technologique. Le moteur tourne, tout est prêt. C'est parti! Et un pari ne va pas sans imprévu. Moi j'ai de la flotte qui coule, j'en ai même plus qu'avant. De sérieux problèmes techniques pourraient faire échouer le projet. Tu l'arrêtes.
À Hellisheidi, en Islande, Markus Frey se félicite d'être impliqué dans un projet écologique. C'est bon pour la planète, et c'est bien de faire son possible. C'est une énergie propre, ça me plaît. La géothermie est loin d'être une science exacte. Le géologue Greta Rivarsson le vérifie chaque jour. C'est un jeu de hasard. On ne peut pas savoir ce que nous réserve un gisement avant d'avoir creusé et de l'avoir ouvert. En Alsace, Xavier Gerke est confiant dans l'avenir. C'est très intéressant de mettre au point une technologie qui doit déboucher sur un système durable. Son chef, Polo, a l'expérience en plus, mais pas moins de passion. Le moment excitant qui représente le plus l'aboutissement d'un long travail, c'est quand on arrive à voir le nombre de kilowatts grimper sur le compteur. L'Islande possède des atouts incomparables pour l'exploitation de la géothermie. Islande veut dire le pays de la glace. Pourtant, un peu partout, le sol fume, crachote, bouillonne. Nous sommes au milieu de la zone volcanique occidentale d'Islande, d'où les phénomènes de surface comme ces fissures éruptives. De chaque côté, il y a une zone plus ancienne qui se trouvait avant au milieu de la zone de faille, mais qui a dérivé depuis vers l'est et vers l'ouest. En effet, sous l'Atlantique, la plaque continentale européenne et la plaque américaine s'écartent l'une de l'autre. Cette séparation a fait apparaître une longue chaîne de volcans sous-marins. L'Islande se trouve à cheval sur cette faille. La fracture sous-marine se traduit en surface par une énorme cicatrice. À l'est, c'est la plaque européenne. À l'ouest, la plaque américaine. C'est au milieu de cette échancrure qu'est implantée la centrale. Autrefois station de ski, Hellisheidi abrite aujourd'hui une activité bien plus productive. Les skieurs furent délogés sitôt ce gisement découvert par les géologues. Quand ils ne surveillent pas la centrale, Greta Rivarsson passe son temps à chercher de nouvelles sources de vapeur. Sur les terres alentours, il pleut abondamment, 80 cm par an. Ces pluies s'infiltrent dans le sol et vont rejoindre la chaleur des roches profondes. Chaleur et eau, les deux ingrédients composant la vapeur. Inlassablement, le géologue et ses assistants engrangent des données et étudient des cartes de l'activité volcanique souterraine pour déterminer l'emplacement des gisements de vapeur exploitables. Il y a 10 ans, on a eu un énorme séisme qui a duré 4 ans. Et toute cette zone est montée de 20 à 30 cm. C'était dû à une intrusion magmatique à 7 km de profondeur. Aussi, étudier les fumerolles en surface nous indique si ce magma remonte vers la surface ou non. On prend la température des sources et des bassins, on mesure leur acidité. On prélève aussi des échantillons de gaz dans les sources et les fumerolles. La composition des gaz et la concentration de certains éléments nous renseignent directement sur la température des gisements qui sont sous nos pieds. Grâce à ces gaz de surface, nous dressons la carte des gisements et nous savons où il faudrait creuser si la zone devait être exploitée plus tard. Dans les régions volcaniques qui bénéficient de la présence simultanée de chaleur et d'eau, on doit forer entre 2 et 3 000 mètres de profondeur.
On y trouve de la vapeur à près de 300 degrés. Cette vapeur est acheminée du puits à la centrale par d'énormes tuyaux. Là, elle est nettoyée de ses impuretés avant d'atteindre sa destination finale, le cœur du dispositif, la turbine. Entraînée par la pression de la vapeur, la turbine transmet son énergie mécanique à un générateur électrique. Le principe n'a pas évolué depuis sa conception il y a plus d'un siècle. Une amélioration toutefois, un rideau froid dans un immense radiateur en sortie de turbine. En créant une dépression, ce rideau froid aspire la vapeur et accroît son rendement. C'est le condenseur. Le condenseur est relié sous terre à une tour de refroidissement. L'eau qui a chauffé au contact de la vapeur est pompée jusqu'au sommet de la tour où des ventilateurs géants la dispersent. Lorsqu'elle retombe, le simple contact avec l'air la refroidit suffisamment pour qu'elle puisse retourner jouer son rôle dans le condenseur. En Islande, même quand l'hiver est là avec ses vents incessants, rien n'arrête le travail. L'extension de l'usine se poursuit. À l'intérieur, on coupe, on soude, on assemble des dizaines de milliers d'éléments. Une sorte de mécano géant dont chaque pièce doit être ajustée avec une précision millimétrique. 10 mm de trop? Non, il faut rectifier ça. Soude une pièce ici pour que ça ne déborde pas trop. 5 mm maximum. Et pas de bêtises, sinon t'auras mon pied aux fesses. Chargés d'ériger 2 nouvelles tours de refroidissement, Marcus et son équipe travaillent par n'importe quel temps. Ils ont eux aussi ce délai de 6 mois à tenir pour que les nouveaux générateurs soient opérationnels. Marcus supervise des dizaines d'ouvriers, dont très peu d'Islandais. L'Islande est un des pays les plus développés au monde et aussi l'un des moins peuplés, 300 000 habitants seulement, d'où une pénurie de main-d'œuvre chronique. Sur ce chantier, nombre d'ouvriers viennent de Pologne et connaissent peu le domaine de la géothermie. L'important sur un chantier comme ça, c'est l'expérience. C'est la première fois que ces gars travaillent avec nous. Et il faut tout leur expliquer de A à Z. Ce que c'est qu'un cliquet, une clé à molette, et comment on s'en sert. Il y en a qui utilisent ça comme un marteau ou un pied de biche. Il faudra qu'ils apprennent vite en dépassant la barrière de la langue. Aucun d'eux ne parle islandais. Et certains ne comprennent même pas l'anglais. Just put on, look at. You take level, you know level? Yeah, put level along. And then you can just get pan. They do understand basic. Ils comprennent l'anglais de base. Mais parfois, on a vraiment du mal à leur expliquer certaines choses. Alors on va chercher quelqu'un qui parle anglais et il traduit. On s'arrange toujours. C'est pas un problème de langue qui va nous arrêter. C'est comme la météo. Si on se prend la tête à cause du temps, on est malheureux en Islande. Suivant la direction du vent, d'énormes panaches de vapeur enveloppent parfois le chantier où travaille Marcus. Au sommet des tours, il est impossible d'échapper à la vapeur. Voilà dans quelles conditions on travaille. C'est à peine si je vois mon collègue d'à côté. Alors pour communiquer et travailler ensemble... Ce gaz, c'est super. Non, sérieusement, c'est vraiment pénible. Pénible, un de ces euphémismes dont Marcus a le secret. En réalité, ce gaz est mortel. C'est cette vapeur pompée dans les profondeurs de la Terre qui fait vivre la centrale. Elle circule dans ces tuyaux, comme du sang dans des veines. Le géologue Grétar Ivarsson a aussi pour rôle de surveiller la vapeur et ses composants parfois néfastes. Le sodium, qui ronge le métal et peut endommager les turbines, n'est pas le pire. Grétar s'éloigne des robinets quand il sent le danger. La vapeur tapie sous la croûte terrestre est porteuse de certaines substances nocives qu'il est impossible d'éliminer.
C'est de l'eau géothermale qui contient des gaz incondensables, tels que l'hydrogène sulfuré, un gaz toxique. Alors quand je sens qu'il y en a une forte concentration, oui, je recule un peu. Si la concentration dépasse 300 à 400 parties par million, on perd connaissance et on meurt. C'est donc un gaz très dangereux. Mais quand on sait ce qu'il faut éviter, il n'y a pas de problème. On reconnaît la présence d'hydrogène sulfuré dans l'air à son odeur d'œuf pourri. Mais pour en mesurer la concentration, l'odorat ne suffit pas. Quand Marcus et son équipe se trouvent sous le vent, comme aujourd'hui, et dans l'incapacité de se soustraire à ces émanations de vapeur, ils doivent impérativement se munir d'un instrument de mesure. C'est un détecteur d'H2S qui indique la quantité de gaz dans l'air, du soufre en fait. Celui-ci est plus précis et il émet une sonnerie, des bips. Si on atteint le niveau 18, il faut partir parce que les gens perdent connaissance. Au-dessus d'un certain seuil, on ne le sent plus très bien. Quand on passe dans le secteur en voiture, on sent une légère odeur. Ça, c'est le niveau 2 ou 3. Ici, on peut travailler pendant 8 heures à un niveau 15. Au-dessus de 15, il faut des guerpillères. Ce matin, le seuil critique est atteint, mais tout le monde est là. Il n'y a pas d'oxygène dans ce gaz. Il se déplace par poche. Et si une poche vous entoure, une seule respiration et vous perdez connaissance. Et s'il n'y a personne pour vous sortir de là, c'est la mort assurée. C'est pour ça qu'on travaille par deux. Il faut toujours quelqu'un pour vous épauler. Et si on meurt tous les deux, eh ben, en route pour le paradis. En attendant la félicité paradisiaque, il faut supporter parfois cette atmosphère infernale et l'invisible danger qui s'y cache. Sur le chantier, la construction des 2 tours de refroidissement supplémentaires est déjà bien avancée. Seule la tour numéro 4 attend encore ses cheminées et ses ventilateurs. Pour installer ces gaines de ventilation monumentales, il faut une grue spéciale. Une grue géante qui a été appelée à une mission urgente ailleurs sur le chantier et n'est donc pas disponible pour le moment. C'est vraiment la poisse. On ne pourra pas la récupérer aujourd'hui. Il faudra attendre demain. On commencera dès que la grue arrive. Si elle arrive à 5 heures, on montera au moins une cheminée. Ça m'étonnerait. Installer la grue, la déployer, la fixer. Quelle galère. Ce contretemps pourrait saper le moral des troupes. Mais la grue est bientôt là, livrée plus tôt que prévu. L'engin déplie son bras de géant. On va y arriver, je le sais. Mais regarde là avec ses 4 pattes posées sur des morceaux de bois. Nous, on n'a pas trop confiance. Hein. Le monstre est en place, l'une des plus grandes grues du pays. Elle peut soulever 80 tonnes et déploie un bras télescopique de 40 mètres. Un travail de précision, pourtant effectué à l'aveugle. Le grutier est guidé uniquement à la voix. On a intérêt à bien communiquer avec le grutier. S'il descend trop vite, ce truc pourrait casser par exemple. Il doit être parfaitement de niveau. Et vous voyez cette encoche, là, il y a un demi-centimètre de jeu, même pas, quelques millimètres. C'est très précis. Si le grutier a quelques millimètres de marge pour poser la cheminée, l'équipe, elle, devra l'ajuster au 10e de millimètre près, à peine l'épaisseur d'un ongle.
Pendant tout ce temps, bien sûr, la grue reste prête au cas où il faudrait soulever la cheminée. Et ce temps a un coût. La location coûte entre 500 et 1000 euros de l'heure. Mais on ne pense pas à ça. Ce qui compte, c'est de faire le boulot correctement. Pour l'instant, on essaie de l'ajuster le mieux possible. Après, on utilisera des outils spéciaux pour affiner. Il est toujours tentant d'essayer d'abord la méthode traditionnelle. Mais dans le cas présent, seuls les outils adéquats permettent d'obtenir la précision voulue. À la fin de la journée, les 4 cheminées sont posées. On peut enfin rendre cette grue hors de prix. Demain, il est prévu de hisser les ventilateurs. Ce sont des dispositifs fragiles, dont les pales se cassent facilement. Marcus va avoir besoin de quelque chose de très rare en Islande. Une journée sans vent. L'Islande recèle les gisements géothermiques les plus productifs au monde. Néanmoins, 2 gisements situés côte à côte peuvent produire des quantités de vapeur très variables. Comment décider lequel exploiter? C'est la tâche malaisée qui revient aux scientifiques comme Grétard. C'est vraiment un coup de chance. Il est très difficile d'évaluer un puits avant de le forer ou avant de l'ouvrir pour la première fois. Il nous faut beaucoup de vapeur. Parfois, on trouve une vapeur d'excellente qualité, mais en quantité insuffisante. Il nous faut plus de 2 kg de vapeur par seconde pour produire 1 mégawatt d'électricité. Ces puits donnent 17 à 18 kg de vapeur seconde, ce qui permet de produire 8 à 9 mégawatts. Ils sont très productifs. Nous en sommes très contents. Grâce à l'électricité géothermique, l'Islande est devenue l'un des pays d'Europe dont le revenu par habitant est le plus élevé. Ce don de la terre, les gisements de vapeur semblent inépuisables. Aussi Grétard est-il confiant. Les nouveaux générateurs pourront produire à plein régime. On trouvera suffisamment de vapeur. On en a même plus qu'il n'en faut, pour l'instant. À cheval sur sa chaîne de volcans, l'Islande réunit à coup sûr les meilleures conditions pour exploiter la chaleur des masses rocheuses. L'énergie géothermique est présente dans le monde entier, mais son exploitation est parfois plus complexe. Ainsi, à la frontière franco-allemande, il n'y a pas de volcan, mais on fabrique de la vapeur en injectant de l'eau dans des roches chaudes et sèches situées à très grande profondeur. Cette eau se réchauffe et se transforme en vapeur avant d'être pompée en surface. Une centrale géothermique s'est implantée dans le village de Soultz-les-Forêts, un projet pilote lancé par un consortium européen il y a déjà 20 ans. Comme tous les pionniers, les techniciens de Soultz achoppent sur des impondérables. Le dernier en date, une panne de pompe. Polo supervise l'opération. Tu arrives à tenir, il faut dévisser maintenant celui-là. Laisse-le descendre un peu, laisse-le. Avec son bras droit, Xavier. Peter est un mécanicien islandais. Il est ici à titre de conseiller technique. Son aide est d'autant plus précieuse que la pompe incriminée est de fabrication islandaise. Il s'agit d'une pompe d'excellente qualité, mais visiblement, les conditions dans lesquelles on l'utilise ici en Alsace ne lui conviennent pas. En Islande, les géologues dressent des cartes de l'activité souterraine et décident ensuite où ils creuseront. Des appareils de forage géants percent le sol 24 heures sur 24. Au-delà de 2000 mètres, les foreuses tombent sur de la vapeur à 300 degrés. Acheminée vers la centrale, elle est transformée en électricité.
Au sortir de la turbine, les résidus de vapeur sont relâchés dans l'atmosphère. Tôt ou tard, les précipitations en pénétrant dans le sous-sol renouvelleront les réserves. Et si un gisement vient à s'épuiser, il suffira de creuser un peu plus loin. En Alsace, c'est plus compliqué. Pour atteindre des roches à 300 degrés, on creuse jusqu'à 5000 mètres. Et comme la roche est sèche, il faut creuser un puits pour injecter de l'eau qui se transformera en vapeur et 2 autres pour pomper cette vapeur. En fin de processus, on réinjecte l'eau dans ce circuit fermé. À Sulz, on utilise évidemment l'eau du cru. Or, c'est une des plus salines au monde. Sulz veut d'ailleurs dire « sel » en alsacien. Le consortium avait 2 bonnes raisons de choisir cet endroit pour implanter l'usine pilote. Sa situation centrale en Europe et la présence de roches chaudes dans le sous-sol. La salinité de l'eau ne devait être qu'un inconvénient mineur. Elle se révèle un peu plus fâcheuse. À cause de la salinité élevée de l'eau et le nombre de particules qui sont dans l'eau, on a abîmé la mission de la pompe. Elle vient d'Islande, et en Islande, l'eau est moins minéralisée que la nôtre. Et maintenant, nous cherchons un nouveau métal pour refaire la pompe. On doit donc trouver un nouveau matériau qui peut supporter ce genre d'eau. Et ce n'est pas si facile à trouver. En attendant de trouver une nouvelle pompe qui résistera à la corrosion, les techniciens font une réparation de fortune et remettent celle-ci en place. C'est juste en attendant. Nous avons des tests à faire et nous savons que cette pompe avec l'ancien métal ne durera pas longtemps. Mais assez pour faire les tests en cours. Après, on enlèvera tout et on changera la pompe elle-même. Normalement, ils posent 15 à 20 segments de tubes en une journée. Aujourd'hui, pressés d'achever leur réparation, ils en ont posé plus de 25. On a été aussi vite que possible et on a fait du bon boulot aujourd'hui. Très bon boulot. Peter insiste pour qu'ils en posent un dernier et finit par convaincre l'équipe. Mais ça devient un peu limite. Là, celui-là, c'est vraiment le dernier, parce qu'après, on n'y voit plus rien. Remonter la pompe leur demandera encore beaucoup de temps. Ce qui n'empêche pas Xavier de voir les choses du bon côté. Very good. Dans ma tête, ça va bien. Et mes muscles, ça ira. Si ça tient comme ça jusqu'à vendredi, ça ira. On y arrive, c'est bon. Ça paraît très bien. Il leur faudra bien plusieurs jours de travail avant de pouvoir tester leur réparation. Sous le morne ciel d'Islande, l'équipe de Marcus commence à poser les ventilateurs géants des tours de refroidissement. Ils doivent les fixer bien solidement car leurs pales tourneront à plus de 100 km/h. Serre-le, c'est facile. Avec ce petit outil-là ? Il a fallu une grue géante pour soulever les ventilateurs. Il faut à présent des outils surdimensionnés pour serrer correctement les boulons. J'adore. C'est mon outil préféré. C'est vraiment dur. Normalement, pour serrer un boulon, il faut une force de 10 Nm. Là, il en faut 1200. C'est dingue. Ouais, c'est assez lourd. J'ai peur de lâcher la clé. Marcus doit serrer jusqu'au clic. Ça indique que le serrage voulu est atteint. 1160. C'est ça ? 1180. On a atteint le serrage maximal. Heureusement.
Mais il va falloir en faire autant sur plusieurs dizaines de boulons. Les hommes les plus forts d'Islande. Ça fait un ventilateur. Il en reste 3. Il n'y aura pas l'embellie espérée, au contraire. Phénomène rare, une tempête tropicale est venue se perdre au fin fond de l'Atlantique Nord. Les soudeurs, eux, sont à l'abri par nécessité. Les autres doivent travailler dehors, envers et contre tout, comme Marcus. À l'intérieur des cheminées, ils sont protégés du vent, mais pas de ces averses persistantes. La pluie complique énormément les choses, pour les hommes bien sûr, mais aussi pour le matériel. On nous fournit des outils pas étanches pour venir travailler dans la région la plus humide du pays. Alors on est obligé de les protéger avec du plastique et on n'arrive pas à lire au travers. Tout est glissant. Je suis trempé parce que je suis toujours comme ça, que l'eau coule dans mes manches. C'est super de travailler sous la pluie, c'est ce qu'on dit. Mais bon, je suis payé pour ça. Cette étudiante, Marine, embauchée pour l'été, vient aider Marcus à vérifier l'inclinaison des pales. 7,9 degrés, c'est parfait. Il faut qu'on soit à 7,8 ou 7,9 ou 8, rien d'autre. Et ce n'est pas simple de bouger ça de seulement 0,1 degré. C'est dingue. Les problèmes les plus inattendus peuvent interrompre le travail. Parfois, des problèmes de taille. On essaie de trouver une caisse parce qu'elle est trop petite pour voir au-dessus des pales. On a toujours des gags comme ça. Dégagée de ce petit inconvénient, Marine peut enfin lire les chiffres sur le niveau. Il y a un nouveau problème. Pardon ? Maintenant qu'elle a pris de la hauteur, elle aurait besoin d'un mégaphone. Le genre d'appareil difficile à trouver sur un chantier. Marine devra élever le ton. 9, 0, 8, 7,9. Uli est le chef de Marcus. Venu d'Allemagne, il travaille depuis 15 ans maintenant en Islande. C'est un expert en construction de tours de refroidissement. Mais asseoir sa réputation lui a demandé certains sacrifices. Je ne vois ma famille que 3 mois par an. Je suis marié à mon boulot. Ma femme passe après. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Cet été, son fils Steven l'a rejoint sur le chantier. Il veut passer son permis de conduire, s'acheter une voiture. Je lui ai dit, viens travailler ici, tu gagneras de l'argent et on sera ensemble tout le temps. Uli ne verse pas pour autant dans le favoritisme. Steven se fait parfois tancer aussi durement que les autres. Steven, nein, raus. Was willst du denn da? Wie soll ich den hochheben können? Nehmt euer Gehirn. Ja, sicher. 2-2. Aujourd'hui, l'humeur du chef est à l'image du temps, exécrable, et les prévisions annoncent encore une dégradation. Non, là, c'est différent. Il pleut et il y a un vent terrible. C'est comme une tempête avec des rafales de vent. En hiver, c'est plus stable. Je sais pas, c'est autre chose. On n'a pas l'habitude de ça. Pendant le passage de la tempête tropicale, les 3 autres ventilateurs vont sagement attendre au sol, trop fragiles pour être secoués par un tel vent.
Si c'était quelque chose de plus gros, on pourrait le monter. Ceux-là sont trop fragiles et on ne veut pas prendre le moindre risque. Alors chacun s'occupe, mais on perd du temps avec les ventilateurs. J'espère qu'on sera quand même dans les temps. Il faudrait pour cela que la tempête veuille bien regagner sans délai ses latitudes tropicales. À Sulz, en Alsace, c'est l'heure de vérité. Il a fallu plus de temps que prévu pour bricoler la pompe défectueuse et la remettre en place. Mais fonctionnera-t-elle? C'est le tendon d'Achille du système, toute l'équipe en est consciente. On est un peu stressé parce que nous devons être sûrs que chaque étape se déroule bien. Augmenter et diminuer progressivement la circulation pour être sûr que la pompe fonctionne bien. Polo est prêt. C'est parti! La pompe semble décidée à tourner. La pression monte. Ça va être l'artésien séparateur GPK2. La tension monte également chez les ingénieurs contrôlant l'alimentation des turbines. Tout va bien, jusqu'à ce que Xavier décèle une anomalie. Moi j'ai de la flotte qui coule, j'en ai même plus qu'avant. Les indicateurs de pression sont dans le rouge. Là maintenant si on dépasse les 40%, tu l'arrêtes. Il n'y a pas d'autre solution que d'interrompre l'essai. Les ingénieurs cogitent, cherchent la faille. Ils s'apercevront bientôt qu'un joint de la pompe a lâché. La consternation est générale. Ou alors c'est un effet de la température. Dans les bureaux, tout le monde travaille parce qu'un joint a cassé et nous devons le remplacer. Pour changer ce joint, il ne faut aucune pression dans le puits. Et pour diminuer la pression, on injecte de l'eau salée. Ça prend du temps et de l'argent. Ce n'est pas si simple de faire de la géothermie. L'adjonction de sel augmente la densité de l'eau et fait baisser son niveau. On appelle cela tuer le puits. Par un singulier paradoxe, le sel qui s'est avéré il y a peu leur ennemi se transforme en allié. 13. Cette panne de pompe leur a déjà fait perdre beaucoup de temps et il faut attendre encore que le sel ait fait son office. Une semaine plus tard, les voilà prêts à faire un nouvel essai. Le filtre 1, la pression va jusqu'à l'échangeur. Donc le filtre 1 est en eau, il y a la pression dedans, tout ce qu'il faut. D'accord. Le moteur tourne, tout est prêt. Tout a été vérifié plusieurs fois. Chacun est à son poste. Polo aux manettes, Xavier aux commandes. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai ouvert les capteurs de pression du filtre 1. Est-ce que tu vois quelque chose dessus? Je sais pas, là ça monte encore? Bah écoute, on a toujours 4 barres dans l'annulaire. Encore quelques réglages. Il faut que ça marche. Et enfin, la pression monte, de la vapeur circule dans la pompe. Maintenant, avec la circulation que nous avons dans cette pompe, on va produire de l'électricité. Nous sommes fiers de ce qu'on fait. On est un peu stressé parce qu'il y a beaucoup de risques et de pression sur l'équipe, mais on est fiers de ce qu'on fait maintenant. La méthode fonctionne, reste à l'appliquer à grande échelle. On l'a déjà fait, mais sur une très courte période. Nous ce qu'on envisage, c'est de le faire sur une longue, très longue période. C'est-à-dire fournir à l'habitant de l'énergie électrique via la géothermie des roches profondes. Utiliser la géothermie des roches profondes pour la production combinée d'électricité et de chaleur, cela se fait déjà en Allemagne, à quelques kilomètres de Sulz. La centrale de Landau alimente environ 6000 foyers en électricité et 300 en chauffage.
Partenaire de la société exploitant cette centrale, Jörg Baumgartner fait également partie du consortium de Sulz. Il a monté sa propre entreprise de forage en Allemagne. Le gouvernement allemand encourage la géothermie par des prêts à taux préférentiels. C'est ainsi que la centrale de Landau a vu le jour, et aussi grâce à l'ardente conviction de Jörg Baumgartner. La géothermie relève pour moi de l'ingénierie minière. On a des environnements différents, une tectonique différente, une chimie différente. Il suffit de tout adapter à ces conditions. En plus, on a des températures inférieures à celles des régions volcaniques que la plupart des gens associent à la géothermie. Ici, il n'y a pas de volcan, mais on a quand même de l'énergie géothermique en grande quantité. Visiblement prête à les exploiter, l'Allemagne a beaucoup d'autres projets en cours. En Islande, la tempête tropicale a passé son chemin. Comme chaque matin à 7h30, Marcus arrive de Reykjavik. Et comme chaque matin, il sacrifie un rituel imposé, jouer avec Bruno. C'est pas obligatoire, mais un jour, je lui ai fabriqué un gilet et c'est devenu la règle. Avant ça, la sécurité n'aurait même pas imaginé un gilet pour chien. Depuis qu'il a 3 mois, il vit sur les chantiers. Tout le monde le connaît. Et c'est un bon chien de garde. Quand on travaille sur les tours, il sait que c'est notre domaine. Et si des ouvriers d'autres sociétés arrivent avec d'autres uniformes, il aboie. C'est vraiment un bon chien. Les collines derrière moi, là, c'est chez lui. Je connais peu de chiens qui aient une aussi belle vie et autant de liberté. Heureux comme pas deux. Et gâté, croyez-moi. Quand Marcus a commencé ce chantier, on pulvérisait de l'eau bouillante dans les fondations de la tour 4 pour l'empêcher de geler. La tour 3 n'était encore qu'un squelette et les ouvriers, des néophytes. Au bout du compte, les néophytes sont devenus de vrais professionnels et sont même en avance sur le calendrier. Pour construire une tour, selon le contrat, c'est 5 à 6 mois. La première tour, on a mis 5 mois. Maintenant, il nous faut plus de 3 mois. Mais ne le dites pas aux clients. En plein vent, sous la pluie, ces funambules ont accompli dans les temps un travail difficile et souvent dangereux. On a eu beaucoup de chance. Pas d'accident grave, juste 2 ou 3 doigts cassés, rien de bien méchant. Une chance. Et on a quand même construit 7 tours ici. Les tours sont enfin terminées, prêtes à être raccordées à l'usine. C'est maintenant à l'intérieur du bâtiment principal que l'on met la dernière main aux installations et aux ultimes réglages. Alors qu'on procède aux essais finaux avant de lancer les turbines, des ingénieurs allemands détectent un problème dans le condenseur. L'une des pompes amenant l'eau dans les tours de refroidissement ne fonctionne pas, ce qui veut dire qu'il est impossible de mettre la centrale en route. On démarre un circuit de refroidissement avec 2 pompes parallèles. Et une seule des pompes devrait tourner. On vient de faire un essai de ce côté. Cette pompe-là tourne bien et génère une pression d'environ 1,5 bar, ce qui est normal. Cette pompe-ci génère une pression de 0, ce qui veut dire que l'eau ne coule pas, alors que les pompes sont parfaitement parallèles. Il doit y avoir un problème côté aspiration. Sans cette pompe, le condenseur ne peut fonctionner. Une anicroche qui bloque l'usine tout entière. Quand la pompe numéro 1 était en marche, on avait un maximum de pression.
Tous les ingénieurs de la centrale unissent leurs compétences pour tenter de résoudre la difficulté. On va mettre en route la pompe numéro 1, ouvrir la soupape, démarrer et vérifier la pression. Après, on fera pareil de ce côté. Et s'il n'y a pas de pression, il faudra ouvrir. N'ayant décelé aucune anomalie, il décide d'ouvrir la tubulure pour examiner la valve. C'est peut-être elle la fautive. Okay, Dieter, bitte das Ventil LDH20, AA021. Mais la valve fonctionne normalement. Elle est peut-être bloquée? On a vu qu'elle fonctionnait normalement, alors. On la remet. À défaut d'une solution, ils remettent la valve en place et font un nouvel essai. Okay, jetzt ist der Druck da. Regarde, on a de la pression maintenant. Cette foutue soupape avait juste besoin d'un coup de pouce. Il y a des fantômes dans le coin. C'est peut-être ça. Enfin, maintenant, on a de la pression, tout va bien. Quelque chose a dû forcer ce clapet à se fermer. Et quand on l'a démonté pour le sortir, il s'est débloqué. Maintenant, il marche bien. Non loin de là, on retrouve Marcus perché comme d'habitude dans les hautes sphères. Mais pas dans une tour cette fois. Je suis en vacances. Non, mais on a fini là-bas. Et comme on n'a pas besoin de moi, je me suis trouvé un autre boulot. Quand ils m'ont demandé où je voulais aller, il faisait un temps pourri. Alors j'ai choisi de travailler à l'intérieur. Et depuis, il fait super beau. Mais c'est pas grave. Je vais peindre ici pendant une semaine. C'est pas mal de faire un peu autre chose. Ça fait 2 ans et demi que je travaille sur les tours. Je suis content de faire un job différent. Je pense que dans 1 an, je serai prêt à retourner construire des tours. D'ici là, je me repose. Je pourrais partir 1 an en vacances, congé sans solde évidemment, et revenir. Je suis pas décidé encore. C'est ça qui est sympa. Rien n'est planifié. Tant que j'ai du boulot et tout, je suis heureux. Maintenant, je suis l'homme à tout faire. Ça change. J'ai pas à réfléchir, aucun compte à rendre. C'est pas mal. Les nouveaux générateurs ont été mis en route dans les délais prévus. En moins d'1 an, la centrale a doublé son rendement. En Islande, 90% de la population dispose déjà du chauffage géothermique et les villes sont alimentées en eau chaude directement par les centrales. Greta Rivarsson continue à explorer le terrain en quête de nouveaux gisements de vapeur à exploiter. Là, il surveille un nouveau puits qui sera bientôt raccordé aux turbines. En mesurant la température à tous les niveaux du puits, on peut savoir si elle est constante ou si au contraire elle a tendance à augmenter ou à diminuer à mesure que l'on descend. Des informations essentielles sur l'ensemble du gisement. Si on reprend ces mesures pendant quelques semaines ou 1 mois, on saura à quel rythme la température augmente. Actuellement, on n'a que 240 à 250 degrés. Est-ce qu'elle va atteindre 270, 280, 300 degrés? On verra. La centrale de Elish-Heidi vient de passer de 90 à 180 mégawatts, mais on espère toujours mieux. On espère atteindre 300 mégawatts.
Les estimations les plus optimistes parlent de 400. Mais je trouve ça optimiste. Le puits que vous entendez derrière moi produit 19 mégawatts d'électricité. Et celui qui est plus à l'est produit 25 à 26 mégawatts. C'est le meilleur rendement au monde, paraît-il. Nous sommes donc très satisfaits de ces gisements. Il y en a qui sont moins bons, mais il faut forer aussi de mauvais puits afin de savoir quelle est la superficie dont nous disposons, où sont les limites de notre zone. Cependant, avec la récente extension, le réseau de tuyaux de El Shaidi est déjà trop dense pour être étendu davantage. Il va falloir construire une deuxième centrale à côté. D'année en année, l'énergie géothermique gagne du terrain. Le développement d'El Shaidi est une avancée notable vers l'objectif visé par l'Islande. Être d'ici à 2050 le premier pays à ne plus dépendre ni du charbon ni du pétrole. Diversifier notre approvisionnement énergétique est maintenant une urgence. La géothermie peut y contribuer dans bien des pays. L'Islande le prouve et le projet de Sulz ouvre des perspectives prometteuses. Il est désormais parfaitement possible de faire de la chaleur que nous offre la Terre l'énergie de demain.